Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans votre émission de débat sur TLM. Au sommaire cette semaine, une réforme à grande vitesse, celle de la SNCF. Le gouvernement veut que ce soit fait avant l'été. Elle était présentée il y a quelques jours en Conseil des ministres avec comme point d'orgue la fin du statut des cheminots. Mais la fronde s'organise du côté des syndicats. Et puis le gouvernement qui se dit prêt à recourir une nouvelle fois aux ordonnances pour gagner du temps et outrepasser les blocages. Ça deviendrait presque une habitude avec la volonté de réduire le nombre de parlementaires, leur possibilité d'amendement. Et si c'était ça la vraie réforme, le nouveau monde. Et puis c'est le moment de l'année où tout le monde s'attarde sur la situation des agriculteurs, leur détresse bien souvent, mais ensuite retour dans l'anonymat bien souvent. Pourtant, les colères restent vives. Au menu cette année, c'était la négociation du traité avec le Mercosur. Est-ce légitime? On en parlera en fin d'émission. Et cette semaine, André Soulier, Marc Fraisse et André Gerin, on est de retour après une petite absence. Bonjour. Bonjour, tout va bien? Le premier thème de cette émission, c'est le sujet bouillant, probablement le plus chaud du quinquennat, un service public qui coûte de plus en plus et qui marche de moins en moins bien. Voilà les mots du Premier ministre pour justifier une réforme profonde et au pas de course de la SNCF. Les syndicats sont vent debout et menacent de paralyser le pays avec éventuellement une grève illimitée. Principal point de friction, d'abord, c'est le statut des cheminots. Les 150 000 agents qui travaillent aujourd'hui à la SNCF garderont leur statut. Mais les nouvelles recrues, elles, seront au régime général. André Gerin, vous comprenez cette colère des syndicats? Oui, mais au-delà de la parce qu'on ne sait pas comment les choses vont évoluer, moi, ma critique, c'est qu'au fond, on a un rapport, mais qui ne pose pas la question de l'avenir de la SNCF. Et parler de l'avenir de la SNCF, aujourd'hui, j'imagine que ça serait intéressant quand même qu'on nous explique pourquoi on en est arrivé là, depuis 40 ans, la responsabilité des gouvernements. Alors ça, il y a assurément une responsabilité, mais ce n'est pas forcément le sujet. Maintenant, on se projette dans l'avenir. Et si je pense que moi, c'est le sujet Je parle du diagnostic qui a été fait. L'émission. Non. Je parle du diagnostic. Le diagnostic, il n'est pas sérieux. Autre chose est la question de l'avenir de la SNCF. Surtout que en 2019, c'est l'ouverture à l'Europe, c'est-à-dire l'ouverture à la concurrence. Et ça va être un autre sujet. Je veux préciser mon point de vue. Pour moi, le rapport, il est d'une certaine manière un prétexte ou autre. Mais à parler de l'avenir de la SNCF, si faire de la question du statut un casus belli, ça colle pas. Parce que l'avenir de la SNCF, alors que n'est pas traité la question du ferroutage, alors que n'est pas traité la question... Il y a eu la COP21, donc l'aménagement du territoire. Tous ces éléments n'ont même pas été abordés du point de vue de l'avenir de la SNCF. Donc c'est pour ça que je considère qu'on verra comment les choses vont se développer, mais je pense que c'est un débat aujourd'hui piégé. Marc Fraisse, en tout cas, il y a le débat. On va parler du reste ensuite, mais d'abord des cheminots, parce que c'est quand même le point de friction. C'est vrai que sur ça, le gouvernement se dit j'ai l'opinion de notre côté, puisque l'opinion, on sait, est plutôt favorable à la fin du statut des cheminots, avec les avantages qui vont avec. C'est quand même ça qui pose problème. Je suis d'accord, mais l'opinion, ça se manipule. Moi, j'ai bien travaillé le dossier. D'abord, la SNCF, c'est une histoire. Cette histoire, il faut la garder au cœur, c'est une histoire française. Oui, mais l'histoire évolue. On rappelle quand même que la SNCF a été créée au moment de préparation de la guerre. On n'est plus en cas de guerre. Aujourd'hui, on est en train de nous dire que la SNCF est en difficulté financière. Les grands responsables, et André Gerin l'a dit, c'est l'État. Vous rappellerez que M. Hollande avait imposé 8 rames de TGV dont on n'avait pas besoin pour sauver Alstom, on ne l'a pas sauvé. Il faut savoir qu'on a fait rapidement, moi j'ai travaillé en tant que vice-président à la région chargée des transports, notamment des TER. J'ai signé avec le maire de Turin et le maire de Lyon pour Lyon-Turin. C'est toujours pas fait. Alors qu'on a fait rapidement quelque chose qui coûte une fortune, Bordeaux-Paris, Paris-Bordeaux, et qui est énorme ce que ça a coûté. Donc je crois que des décisions de l'État ont été prises qui ont endetté la SNCF. Aujourd'hui, il y a sûrement une réforme à faire, bien sûr. Cette réforme, il faut qu'elle soit négociée avec les territoires et avec les collectivités locales. Parce que vous avez vu les élus dans les territoires, allez en Ardèche, allez dans la Drôme, certains secteurs, il n'y a plus de transport, il n'y a plus rien, on a tout abandonné, il va falloir que nous redonnons un sens à nos territoires. On l'a perdu. Et puis, pour ce qui est des salaires, regardez,
le salaire des employés de la SNCF, c'est pas énorme. Ils partent à la retraite avec 2200, 2500 euros, alors qu'on connaît à Bercy des directeurs du machin qui sont à 400 000 euros par mois, avec des avantages beaucoup plus importants que les avantages des gens de la SNCF. Donc je vais dire que je comprends qu'il y ait une révolte chez les employés de la SNCF, je comprends qu'il y ait une révolte de certaines personnes à qui on a alimenté un discours convenable pour dire ça va pas, mais que je crois que les responsabilités sont surtout à l'État. Au-delà des responsabilités, André Soulier, est-ce que c'est un nouveau pas vers la privatisation à venir de la SNCF en alignant ses statuts sur ceux d'une entreprise privée lambda? C'est à ça qu'on va arriver à terme? Alors personne n'ose utiliser le mot, bien sûr, mais quand même. Je ne crois pas qu'on ira jusque-là, en tout cas dans un terme prévisible. Pour l'instant. Tout ça est une longue accumulation. Je voudrais dire quelque chose. Après tout, pourquoi ne pas parler de soi? En 1994 ou 1995, j'ai déposé un rapport au Parlement européen sur la demande du bureau sur l'interopérabilité des transports ferroviaires. Simplement, l'écartement des voies à cette époque ne permettait pas encore à nos trains, alors que nous avions un marché commun depuis 1957, de circuler sur toutes les voies. C'était impressionnant. On a perdu beaucoup de temps. Aujourd'hui, le gouvernement agit sur le fondement d'un rapport de Jean-Cyril Spinetta. Je voudrais en dire un mot de Jean-Cyril Spinetta. Il n'est pas seulement l'ancien président d'Air France, c'est un homme de gauche, un socialiste. Et il l'a dit dans un dîner où nous étions quelques-uns il n'y a pas très longtemps. Par conséquent, on ne peut pas lui penser que cet homme a posé la base, la ruine de tout ça. Simplement, il faut faire évoluer ce statut. Très bien, ceux qui en bénéficient jusqu'ici en bénéficieront. Pour le reste, il est indispensable d'entreprendre un certain nombre de réformes. Je vais dire, puisqu'on en parlera dans d'autres sujets, je pense qu'aujourd'hui, quand même, le gouvernement aurait intérêt à favoriser le débat. Je pense que la vitesse avec laquelle on va... Quand même, le débat, il existe depuis plusieurs années. Non. La réponse est non. C'est une accumulation d'erreurs, une accumulation de recul, parfois de petites lâchetés, par crainte de ceci ou par crainte de cela. Et par conséquent, il faut laisser respirer. Regardez, le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, qui est en train de se demander... Il se pose des questions. Eh oui. Très inquiet. Voilà. On va en parler de la forme. André Gerin, ça pose quand même la question, est-ce que le transport ferroviaire, en 2018, doit rester un service public ? Est-ce qu'il faut continuer, il y a deux notions à financer des gares, des arrêts, des dessertes qui ne sont pas Écoutez-moi, il y a deux notions à la SNCF. Il y a mission de service public et entreprise industrielle. Oui. Alors, on est incapable, d'un point de vue politique, de parler de ces deux dimensions. Or, le rapport qui ne me plaît pas, qui a été présenté, c'est qu'on ne parle pas de tout le côté développement industriel avec le covoiturage. Pas le covoiturage, je dis une bêtise. Le développement fret. Quand on a posé le débat à la région sur la ligne Lyon-Turin, imaginez Lyon-Turin voyageurs, c'était une équation économique impossible. Mais et l'intelligence, c'est de combiner la question des voyageurs et la question du développement du fret. Or, il y a un deuxième volet, je vous ai dit tout à l'heure, on a fait la COP21, l'écologie, l'aménagement du territoire. Est-ce que la SNCF de demain, d'un point de vue social et d'un point de vue industriel, combine, fait partie... Et environnemental. Oui. Je parle de la COP21. Vous pensez que c'est incompatible avec la mise en concurrence de la SNCF, avec Je ne dis pas que c'est incompatible, mais faire un rapport qui ne traite pas des sujets d'aménagement du territoire. On a fait la COP21, c'est bidon la COP21. L'aménagement du territoire, l'environnement, des lignes de la Creuse. Si on combine le développement voyageur avec du développement industriel, du développement économique, y compris dans ces régions, on va trouver des réponses intelligentes.
Oui, et en améliorant l'environnement des banlieues. Est-ce que tout doit passer par le train? Est-ce que finalement le train, c'est pas très politique pour faire plaisir aux élus locaux, leur dire voilà, vous avez... Alors là, c'est scandaleux ce que vous dites. C'est scandaleux. C'est quand même souvent le cas. On a reculé. Le train, on a reculé en France. Regardez en Allemagne, au niveau du fret. On a reculé. On ne parle pas du fret. Et on parle de transport. La SNCF, c'est un outil économique, industriel aussi. Le train pollue quand même moins que le camion. C'est quand même incroyable. Le train pollue quand même moins que le camion. Sur des lignes, il y a des lignes où il y a seulement un passager qui prenne le train. Ça a été montré dans des reportages sur des lignes TER. Dans ce cas-là, un bus, une navette, c'est moins polluant qu'une ligne complète. Mais là, on parle d'autre chose. On parle que le train, en réalité, c'est quelque chose qui environnementalement protège nos concitoyens et protège des valeurs écologiques. Ce n'est pas le cas de la voiture, ce n'est pas le cas du camion. Simplement. Je viens de faire un aller-retour Paris-Lyon en voiture. Marc, la dette n'était plus supportable. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais de toute façon, qui va la payer, la dette? On est d'accord. Qui va la payer, la dette? Toujours qui va la payer? Mais vous avez regardé, j'imagine, un peu comment ça se passe dans d'autres pays. Et la faute à qui, la dette? Le contribuable. Et la faute à qui, la dette? André Soulier, dans d'autres pays où les entreprises de chemin de fer sont privatisées, au Royaume-Uni, en Italie. Parlez du bilan. Le bilan est pas Parlez bon, du bilan. Le bilan est nuancé. Nous, on n'a pas... Mais comment se positionne la France par rapport à ces pays-là? Plus que ça. Ceux qui utilisent le train, on l'utilise beaucoup, nous. Je peux vous dire qu'y compris le TGV, c'est pas si mal que ça. Hein. On n'a pas à se plaindre, il y a des vraies qualités. Alors, il y a peut-être parfois le prix qui a changé. Mais le prix qui a changé parce que la dette est là. Et parce que l'État a imposé des choses à la SNCF. Et je vais rajouter un élément d'accepter. Pour bien vous surprendre. Moi, je suis aussi pour qu'on regarde de près la technocratie de la SNCF. La technostructure, il faut qu'on regarde. Et dans ce rapport, il n'y a aucun élément qui permet de discuter de la question démocratique, y compris en direction des ingénieurs écoles de la SNCF. Ils n'ont même pas été consultés, les ingénieurs écoles. Le gouvernement va finir par plier face au blocage comme tous les précédents quinquennats. Il va peut-être réussir. Ne pliera pas. Il va peut-être réussir. Mais le gouvernement ne pliera pas parce qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas envie de plier. On décide pas. Ce qu'on peut leur souhaiter et ce qu'il faut espérer, c'est qu'ils négocient sérieusement avec les syndicats, qu'ils négocient avec les maires, avec les collectivités territoriales et locales. C'est important. Ils ne peuvent pas agir seuls sans prendre l'avis des autres. Le gouvernement qui a annoncé qu'il n'hésiterait pas à utiliser les ordonnances en cas de blocage pour aller vite, c'est devenu presque une habitude pour l'exécutif. Après, pour réformer, on l'a vu pour le code du travail. Mais est-ce que c'est vraiment justifié? Non, mais les ordonnances sont justifiées en cas d'extrême urgence. Voilà. Ou en cas de blocage important? En cas de blocage important. Ça n'est pas parce que des gens utilisent leur droit de grève pendant 2 mois, 3 mois, etc., de manière épisodique, que la nation est en danger. Il faut quand même revenir un petit peu. Le Code du travail, la nation n'était pas en danger. On voit bien l'émotion qui est en train de s'emparer, semble-t-il, d'une partie de l'Assemblée nationale et parfois d'une partie qui est favorable au président de la République. Laissez-les respirer. Sinon, ils servent à quoi? Moi, quand je rencontre un député aujourd'hui, je me dis, mais il sert à quoi? C'est incroyable. Voilà. Mais d'ailleurs, regardez, Édouard Philippe, pas fou. Il parlait de réduire tout de suite les réseaux des campagnes et des territoires. Il arrête. Bien sûr. Il arrête pourquoi? Parce qu'il a vu qu'il y avait le président du Sénat qui n'était pas content. On dira, il arrête ponctuellement. Il l'arrête ponctuellement parce qu'il a eu peur de la révolte du Sénat. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et ce qui est incroyable quand même, c'est qu'à l'Assemblée nationale, il y a une majorité importante, et l'RM, c'est important. Et pourquoi il ne s'appuie pas sur cette majorité? Pourquoi il ne discute pas avec les parlementaires? On veut mettre des ordonnances tout de suite, on oublie la démocratie. Il n'y a pas besoin d'avoir des députés, ça ne sert à rien. L'homme le plus populaire à l'époque, en 1969, le général de Gaulle a payé. A payé ça. Et Valls a payé quand il a payé son ordonnance pour mettre les... dehors. Et à 0 heure, le 29, il est parti, définitivement. Mais Valls, ça lui a coûté cher aussi, son ordonnance. André Gerin, c'est vrai que plus généralement, il y a cette volonté, cette mainmise déjà par le groupe de l'exécutif sur l'Assemblée nationale. Il y a cette réforme constitutionnelle que souhaite le président de la République, qui veut réduire le nombre de parlementaires, qui veut réduire leurs possibilités d'amendement. Est-ce que ça, à terme, ça peut poser problème? Déjà. Dans l'opinion. Dans une dictature.
Déjà aujourd'hui? On rentre dans une dictature? Non, je sais pas. Non. Pourquoi déjà aujourd'hui? Moi, je l'avais écrit au moment où Nicolas Sarkozy a été élu président de la République. Le fait que le quinquennat ait été instauré, avec immédiatement derrière l'élection d'une Assemblée nationale qui, naturellement, entérine les choix qui ont été faits. Mais là, on va plus loin que ça, avec cette réforme constitutionnelle. Vous savez ce que je dis, moi, depuis le début? Et je l'ai même envoyé au président de la République. J'ai envoyé ce discours de 2008 au président de la République actuel, M. Macron, en disant, attendez, nous sommes entrés dans une république présidentielle. À partir de là, la réforme que on attend, plus de dissolution comme aux États-Unis, plus de dissolution par le président de la République de l'Assemblée nationale. Le président de la République et une Assemblée nationale qui sera élue pour la durée du mandat. Mais la réduction du nombre de parlementaires, la réduction de la possibilité d'amendement. On marche à reculons. Les parlementaires, où on considère que les parlementaires, c'est le lien avec le peuple, il y a une représentation légitime du peuple. Mais ça marche pas. Qu'est-ce qui marche pas? On voit aujourd'hui, il y a un anti-parlementarisme important dans l'opinion, parce que les gens ne comprennent pas, parce que ça va trop vite, parce que ça ne va pas assez vite, pardon. Je ne comprends pas ce que vous dites. Non, je comprends. Je m'excuse. Emmanuel Macron, il dit qu'il veut réformer le Parlement. Non, mais si vous dites que c'est Emmanuel Macron qui dit ça, si vous dites que c'est Emmanuel Macron qui dit ça, je suis... Non. Écoutez son argument pour que il a déjà été élu. Vous savez ce que c'est que travailler dans une collectivité locale? Si vous dites que c'est Macron qui dit ça, si vous dites que c'est ça, laissez-moi finir. Si vous dites que c'est Macron qui dit ça, c'est Macron qui dit ça. Sauf que Macron, il y a eu les résultats des présidentielles. Il y a une France qui est coupée en deux. Il y a ce qui vient de se passer en Italie. On ne peut pas raisonner comme ça, en théorie, en dehors de la réalité du peuple de France. Et aujourd'hui, imaginez déjà que le Parlement, le législatif est devenu complètement dépendant de l'exécutif. On va encore réduire le rôle du législatif, le rôle du lien populaire avec la population. Mais il y a une suffisance insupportable. À mon avis, de toute façon, on est sur une voie de recul fantastique du point de vue de la légitimité des élus du peuple, quoi. Regardez les gens du peuple. André, qui est un... Le fait de réduire le nombre de parlementaires, est-ce que ça ne peut pas leur permettre justement de les rapprocher de leurs électeurs, des citoyens qui y voient un peu plus clair? Mais le problème, il n'est pas là. 577 députés pour 60 millions d'habitants, c'est pas excessif non plus. Je crois qu'il faut redonner aux députés les vraies valeurs qui sont les siennes, de défendre les intérêts du peuple. Et des pouvoirs. Et des pouvoirs. Aujourd'hui, il n'a plus de pouvoir. Aujourd'hui, on est en train de lui supprimer son pouvoir. Ça ne sert à rien. Il y a une démocratie qui est en danger aujourd'hui. Je vais être vraiment très franc avec vous. Nous, on a tous été élus. Moi, j'ai été élu 22 ans, encore plus, 26. Je ne supporte pas ce qui est en train de se passer. On est en train d'avoir une oligarchie qui arrive et qui donne des conseils à un président en lui disant il faut faire comme ci, comme ça. C'est plus supportable. Le fait de passer de 587 députés à 400, c'est pas la Bérésina. Non. C'est pas une catastrophe. D'ailleurs, la Bérésina est une victoire, entre parenthèses. Ça a permis de sauver les hommes. Mais peu importe. 400 députés, pourquoi pas. Non, le seul problème, il faut les laisser débattre. Mais bien sûr. Et pas le problème de... Ce qui m'inquiète le plus dans la réforme, c'est le fait que, les amendements, il y en a trop, etc. Alors, c'est le devoir de Rugy de regarder le président de l'Assemblée nationale. Il commence à être très inquiet. Hein. Comment maîtriser les amendements? On fait n'importe quoi. Mais après tout, de temps en temps, laisser le peuple s'exprimer. Il n'a pas d'autre moyen. Mais André, il y a autre chose. Du temps parlementaire, est-ce qu'il n'est pas trop long? Non. Il y a une chose que je vais vous dire. Moi, je suis quand même impressionné. On a été dans les majorités, dans les minorités, on s'est exprimé. Même quand on était dans la majorité, si on n'était pas d'accord, on s'est exprimé. Aujourd'hui, vous ne voyez pas un député de la majorité qui s'exprime à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a là un gendarme qui s'appelle Richard Ferrand et qui dit non. Ça ne va pas durer. On ne parle pas, hein. C'est pas supportable. Et monsieur Castaner. Monsieur Castaner. C'est une catastrophe, je veux dire qu'on est Ça ne va pas durer. Non, mais
Ça ne va pas durer. Je crois intenable, qu'on a un virage et que ce virage sera difficile à prendre pour certains. Et que dans les virages, il y a parfois des dérapages. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de dérapages. Juste une dernière question, André Gerin, quand même. Vous les entendez, ces critiques des gens dans la rue, sur les marchés, qui disent que des fois, on parle d'une loi et finalement, le temps qu'elle soit votée, adoptée, qu'il y ait la navette parlementaire, ça se fait des années plus tard. C'est ce temps-là aussi qu'Emmanuel Macron souhaite réduire. Pas du tout. Pas du tout. Je n'ai pas dit ça. Exemple, je vais prendre un exemple. Les décisions sur des lois qui ont été rapides. Je vais prendre un Non, exemple. non, c'est pas vrai. Les Français ont voté contre la Constitution européenne. Qu'est-ce qu'on a fait? Oui, On s'est assis dessus. on s'est couché. C'est un peu particulier, ça, c'est pas un projet de Vous loi. plaisantez? Ah, c'est important. Est-ce que vous plaisantez? Bon. Comment les gens peuvent considérer qu'ils sont respectés alors qu'on s'assoit dessus? Et comment ils peuvent considérer qu'on élit des gens alors que l'exécutif est prépondérant par rapport au législatif? Moi, je pense que la crise, elle est exprimée dans les présidentielles. Je reviens toujours à ça. La fracture qui existe avec le peuple de France, elle va s'aggraver. Ah, il nous reste 5 minutes pour parler des agriculteurs, si ça vous Non, intéresse si on est pas le également. 14 juillet 89. Hein, là. Après le Salon de l'Agriculture, c'était il y a quelques semaines. C'est un événement chaque année, un rendez-vous toujours très politique. Tout ce qui défile, record battu cette année pour Emmanuel Macron. 12h30 passées au Salon de l'Agriculture à tâter le cul des vaches et les agriculteurs. Plus encore que son prédécesseur qui y avait déjà passé la journée. C'est un symbole aussi pour celui qui apparaît comme le président des riches, le président des villes. Il est accusé en tout cas par ses détracteurs de méconnaître, si ce n'est de mépriser le monde rural. Est-ce qu'il a marqué des points au Salon de l'Agriculture, Emmanuel Macron? Non, mais on est dans la com, on est dans le paraître. Mais toujours dans un Salon de l'Agriculture. Alors qu'aujourd'hui, nos agriculteurs, certains se suicident, d'autres meurent de faim, n'arrivent pas à accomplir. Alors il y a eu des erreurs de fait. C'est sûr qu'il y a des erreurs de fait. On a voulu faire l'agriculture familiale. La FNSEA n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Regardez ce qui se passe en Allemagne ou à l'est de l'Europe. Regardez un peu l'industrialisation de l'agriculture et de l'élevage, avec des endroits où il y a 1000, 2000 bêtes qui sont même plus au terroir, sont plus dans la terre. Je veux dire que nous, on a la chance encore au moins d'avoir une agriculture, un élevage qui est proche du terrain et qui est proche des gens, qui nous permet d'avoir de la qualité et de pouvoir vivre en respectant ce qu'un agriculteur est. Moi, je suis d'une famille de paysans de l'Ardèche. Je peux vous dire que j'y étais encore il y a 15 jours, ils sont outrés de voir ce qui se passe, ils sont malheureux de voir ce qui se passe. On les a maltraités, mais ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. Et la FNSEA n'a pas fait son travail, n'a pas fait le travail qu'elle aurait dû faire. Elle aurait dû permettre aux agriculteurs de modifier leur façon de travailler pour s'adapter à la mondialisation, malheureusement. C'est ce que et quand les prix qui sont cassés, parce que quand je vous parle des grandes industries agricoles ou d'élevage de l'Allemagne et de l'Est, c'est encore des employés immigrés qui viennent travailler, c'est-à-dire pas cher, avec un coût pas cher. Et qui c'est qui en profite? Ben, c'est les grandes surfaces. Et nous, nos propres agriculteurs qui font un boulot exceptionnel à 15 heures, 17 heures par jour, 12 mois sur 12, eh bien là, ils ne s'en sortent pas. Parce qu'en plus, vous avez vu le matériel qu'il faut, vous avez vu l'investissement qu'il faut faire pour être un bon agriculteur, un bon éleveur. C'est insupportable. Et moi, je dis que là, c'est un vrai sujet historique pour la France. Les agriculteurs ne se sont pas adaptés, c'est ça le cœur du problème, c'est ce que dit Emmanuel Macron. Il demande aux agriculteurs de s'agrandir, de passer à une autre échelle de production. Mais est-ce que les agriculteurs ont vocation à devenir des grands groupes? Alors, j'ai une particularité, c'est que j'ai été maire agricole, mais viticole, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Villiers-Morgon. De Morgon, à Villiers-Morgon. Et par conséquent, il y a des branches particulières dans l'agriculture. Je pense que la surprotection obtenue avec la politique agricole commune, la fameuse PAC, qui a dérivé et qui, sous les coups de l'Allemagne notamment, a été peu à peu érodée, voici les résultats d'aujourd'hui. Et qu'il est utile, nécessaire, indispensable pour la préservation du cadre de vie, pour la beauté de ce pays. Moi, je suis Fernand Braudel. Fernand Braudel qui disait « Ce pays est admirable, il est probablement unique. Tous les 20 kilomètres, vous changez de paysage. C'est la France. Et cette France, il faut la sauver. » Voilà pourquoi je ne dis pas qu'il est dérisoire que les hommes politiques aient passé 10 heures, 8 heures, 11 heures au salon de l'agriculture. C'est pas ça le problème. Il doit y avoir un grand plan de modernisation. Et d'ailleurs, tout à l'heure, lorsque nous parlions de la SNCF, nous parlions bien aussi
de cet aménagement du territoire. André Gerin, cette France, avec ses petits agriculteurs que beaucoup souhaitent conserver, est-ce que c'est pas la France du Vous passé? avez envie de me fâcher aujourd'hui. Non, je pose la question, ça pose une vraie Franchement, vous question. allez me fâcher. Ils sont où les petits agriculteurs? Vous avez eu la saignée depuis 40 C'est ans? un alzan, il est d'une fraîcheur. Et donc? Non, mais vous me parlez des petits. Mais vous plaisantez. Il faut revoir notre modèle. Il faut revoir le modèle de développement. Bien sûr. Et ce que vient de dire André sur la PAC, il y a eu un effet pervers incroyable. Et on marche sur la tête. Il faut payer le travail. Il faut payer le travail. Il faut payer ceux qui font le travail. Et aujourd'hui, on est pour une part, sur la dictature de la technocratie et de la finance. Eh bien, ça sera les derniers mots de cette émission. Merci à vous d'y avoir participé. Je rappelle que vous pouvez retrouver tous vos débats en replay sur tlm.tv, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Débat TLM. Très bonne semaine à vous. Je ne sais pas si vous allez revenir.